Salut à tous, c'est FRN. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau podcast. Donc aujourd'hui, je suis avec un nouvel invité, bien sûr. Présente-toi. Abdel, salut, ça va, vous allez bien? J'ai 23 ans. Merci à toi, Abdel, d'être venu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de tout type de sujets. Comme d'habitude, dans mes podcasts, c'est vraiment détente. On va commencer par parler de toi, bien sûr. Tu peux commencer par te présenter. Ok. Déjà, merci beaucoup, Farhan, de déjà m'avoir invité chez toi. Tout ce que tu fais, c'est vraiment très bien, etc. Merci. Et du coup, moi, c'est Abdel. Donc, un jeune qui vient d'Espagne. Donc, qui a eu un peu pas mal de choses dans sa vie et qui a fini en France. Donc, on s'est retrouvé en terminale, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et voilà, donc tu me connaissais déjà. Donc je suis quelqu'un qui a essayé de s'en sortir petit à petit. Et voilà, on en est là. Ok. Et du coup, c'est quoi ton parcours un peu Est-ce que tu peux nous faire rapidement le Abdel petit, Abdel grand, ce qui s'est passé, ton évolution justement de l'Espagne à la France? Ça a été quoi les difficultés, etc., que tu as pu rencontrer? Et même, c'est quoi ton parcours tout simplement? Bon, en vrai, c'est un parcours un peu atypique, mais aussi un peu traditionnel en Espagne. Donc comme tout jeune espagnol, on fait du foot. On va dire c'est le sport qui est vraiment important dans notre pays. Je suis d'origine algérienne, donc des parents algériens, mais né en Espagne. Donc j'ai fait du foot toute ma vie, dans des clubs importants en Espagne, j'ai signé des contrats stagiaires, des contrats professionnels. Et puis à l'âge de mes 17 ans, j'ai fait une petite bêtise en centre de formation à Valence, qui a fait que voilà que j'avais pas de suite avec eux. Donc j'ai fini en France. Donc derrière, je suis venu en France pour signer au Red Star. Et pour des raisons X, que ça soit des blessures, que ça soit des problématiques avec avec la direction, avec ma famille, etc. Ça n'a pas abouti, j'ai pas fini professionnel. Mais derrière aussi, ça m'a appris, voilà, la transition entre l'Espagne et la France, c'est vraiment des différentes cultures, vraiment des différentes mentalités. La langue aussi, donc c'est atypique, mais voilà, en tout cas, je suis très fier de n'avoir arrivé à là, en tout cas. Et oui, voilà quoi. C'est la France. Là, C'est ça la fait, cité. là, ça fait combien de temps t'es en France? Là, ça fait 5 ans. Ok. Ça a été quoi les premières difficultés que tu as rencontrées? Donc, quand tu es arrivé en France, forcément, quand tu arrives d'Espagne, c'est une autre mentalité, comme tu as dit, sans même parler de la langue. Ça fait quoi de se retrouver dans un autre pays comme ça, à côté? En fait, limite, c'est pas la France. Je dirais plus c'est Paris. Ok. Vraiment, Paris, la différence entre Paris et, par exemple, les petites villes autour de la France, c'est pas pareil. Mais Paris, ça va vite. Et ça va très très vite même. Du coup, moi, je venais d'Alicante, on va dire une petite ville avec la plage, la côte, tout le monde est souriant, tout le monde voilà, parle doucement. Si t'es un étranger, que t'arrives à Alicante, tu comprends pas une chose, ils vont t'expliquer calmement, etc. Alors que Paris, non, Paris, on n'a pas le temps. Ou tu comprends, ou tu t'accroches, ou tu perds ton train et puis t'es mort. Donc, en soi, c'était très très dur, mais à la fin, grâce à cette dureté, on va dire, grâce à cette difficulté, en fait, il fallait s'accrocher parce que sinon, je me voyais partir dans un chemin où c'était pas le mien. Juste pour, voilà, pour donner un exemple, quand je suis arrivé, du coup, vu que je parlais pas français, j'étais obligé d'être scolarisé dans une classe UP2A. Bon, on connaît tous cette classe, bon, tu vas rigoler, mais bon, on Non, connaît non, tous même cette pas. classe, on va dire, Atypique. typique et problématique. Mais ouais, comment te dire? C'est une classe en fait qui est bien, mais qui est mauvaise en même temps, parce que c'est des gens où on les a inculqués, on va dire, que voilà, par exemple, tu fais UP2A et après derrière, tu fais un CAP cuisine et puis tu vas Hmm. travailler. Parce que de toute façon, toi, quand t'es venu d'un pays africain ou d'un autre pays, si t'es venu ici, c'est pour travailler. Hmm. Et du coup, moi, c'était pareil. Je me rappelle, les 3 premières semaines, on m'avait dit de faire un CAP mécanique. Mes parents, comme ça, comment. Le mec en Espagne, il était en général, il avait des bonnes notes, c'est pas possible. Parce que pourquoi? Parce que je parlais pas français, du coup pour eux le but c'est vraiment de me faire sortir de l'UP2A au plus vite, savoir conjuguer deux trois verbes et ensuite aller travailler. Et non, il faut dire non, il faut voilà, il faut voir, il faut faire face à la vérité et se dire voilà si on a des qualités, on a des compétences pour aller plus loin. Moi je les ai démontrées et puis avec la force de mes parents derrière moi et ma famille, on a réussi à dire bah non mon fils il va faire un bac général. Pourquoi pas et pourquoi pas faire une licence et pourquoi pas faire un vrai travail derrière.
Donc voilà, donc ça a été une première difficulté. C'est la langue, c'est vrai. La mentalité. Et c'est aussi, on va dire, j'avais ces deux côtés-là, le foot et l'école. Le foot et l'école. Le foot et l'école. Et j'avais comme une petite pression de plus par rapport, parce que je viens de changer quand même d'un pays, je viens d'arriver en France. Voilà, je venais d'être sélectionné en équipe nationale espagnole, j'avais fait 3 4 matchs avec eux en jeune. J'avais cette pression-là de, voilà, que je devais réussir, je devais réussir. Et je pense que ça a joué, on va dire, un peu sur, Sur ton mental, sur ta ouais, manière de voir sur les mon choses. mental, sur mes émotions. C'est que, voilà, je me mettais trop de pression, j'avais une maturité qui était un peu beaucoup plus par rapport à mon âge. Et je pense que ça a joué. Ça a joué, mais dans le mauvais sens. Parce que Diona, ça joue dans le bon sens. Et moi, ça Mhm. jouait dans le mauvais sens parce que je me mettais trop de pression. Ok. Donc, cette pression-là qui a fait que, voilà, que je devais réussir à l'école, que je devais réussir à apprendre le français, que je devais m'intégrer avec des potes à moi en France. Que, voilà, j'avais des fois honte de parler parce que, voilà, j'avais le petit accent. Enfin, je l'ai encore. Mais avant, c'était vraiment, Ouais, j'avais c'était la dureté, l'accent. surtout. Ouais. Quand t'as l'accent, les gens, en C'est plus, ils dur. se foutent de ta gueule. Ils se foutent de ta gueule. Aujourd'hui, on est assez grand, mais c'est vrai que quand t'arrives Quand dans un t'es nouveau en pays, jeune, lycée, voilà. etc. Quand t'es en jeune, t'es en classe, t'es là, et je me rappelle comme ça. Alors, on était. C'était le premier jour, Ouais, et tu vois, le premier jour, à chaque fois, on lit le carnet avec le prof principal. ouais, Donc tout le monde lit, et du coup, c'était à moi. ouais. Et du coup, je me dis, carnet de correspondance, et commence tout le monde à rigoler. Je dis, oh les potes. Ouais, mais j'imagine bien que ce genre de difficulté, que ce soit lié à la mentalité ou à la langue, quand t'arrives dans un nouveau pays, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, et comme j'ai dit, c'est surtout Paris. Ouais. Vraiment. Paris, c'est vraiment, je pense que c'est une Ouais. des villes les plus dures au monde. Ah ouais, à ce point-là? À ce point-là, vraiment. Alors, enfin, je vais pas dire que j'ai voyagé partout dans le monde, mais la rapidité, on va dire la limite comme on dit la piraterie, c'est vraiment la piraterie ici en fait. Ouais, Que ça soit dans tous les sens, dans tous les domaines, ouais. partout. C'est comme t'as dit, quoi. Soit tu prends le train, soit tu l'as raté, quoi. Ouais, et si C'est tu le tout. rates, t'es mort. Ouais. Si tu le rates, bah tu finis. Je suis désolé. La plupart de nos parents, en vrai, aujourd'hui, c'est des quoi? C'est des préparateurs de commandes, ils travaillent, C'est de l'intérim, c'est de c'est des l'intérim, tafs manuels, c'est des etc. tafs manuels, physiques. Et on a cette étiquette-là de quand on vient de dehors, que ce soit des Arabes, que ce soit des étrangers, que ce soit des Noirs. Bah, on arrive et c'est directement cette étiquette. Bah, on peut dire non. Ouais, mais tu C'est m'as pas fait raciste. rire. Non, mais la manière dont t'as dit, ça m'a fait rire. Ouais, parce que Non, non, mais tranquille. il faut faire attention aux Ouais, ouais, non, aux mais mots non. qu'on Non, emploie. mais ouais, en gros, de manière générale, tout ce qui est main-d'œuvre étrangère, quoi, tu parlais de ça, quoi. Ouais. Et du coup, t'as fait un bac général, et après ça, t'as fait quoi? Enfin, bon, après ça, j'ai fait une première année médecine. Ouais. Au bout de 2 mois, je suis sorti. Je sais pas pourquoi j'ai fait médecine. C'était trop dur? En fait, c'est pas que c'était trop dur, c'était pas, en fait, c'est ce que les parents, ils veulent. Ah, bah, mon fils, il veut médecin, médecin, Mhm. médecin, médecin. Je dis, vas-y, je vais prendre une passe. Pas grave, on va voir, ça donne quoi. Mhm. Au bout de 2 mois, j'ai quitté. Genre, vraiment, Ouais, t'as dit, c'est pas fait pour toi. c'est très, très difficile. Pour être médecin, je pense qu'il faut pas être préparé à que ça soit dur ou pas, sinon il faut être prêt à la densité du travail. Mhm. C'est-à-dire, il faut que tu arrives à dire que voilà, que tu as 10 livres à apprendre par an. C'est énorme, tu peux pas. Ouais. Si tu veux avoir une vie ailleurs, tu peux pas. Ouais. Et Si tu toi, veux t'étais faire du pas prêt sport. aussi à faire ce sacrifice-là parce que t'étais pas forcément passionné par ce métier. Ouais, en plus de ça, si t'es pas passionné derrière, déjà il faut avoir la capacité et la passion. Donc ouais, c'était mort. Donc on s'est dit quoi? Bah moi et surtout avec ma famille. Donc on s'est dit bah pourquoi pas faire une licence d'espagnol en LLCER, en langue étrangère et géopolitique. Ok. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai eu ma licence en L3. Et voilà, j'ai eu ma licence. Je fais du foot encore. Au jour d'aujourd'hui, je fais du foot malgré quelques passages atypiques aussi. Et j'ai aussi fait pas mal de business avec, on va dire, l'argent que j'ai eu, voilà, que j'ai touché avec le Grâce au foot, foot. etc. J'ai mis de côté, j'ai pris mes biens, voilà, donc on va dire, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est bien quand ça. T'essaies d'investir à côté, d'avoir essayer de sécuriser aussi l'argent que tu gagnes au foot, quoi. Ouais, c'est ça, bah, c'est ce que j'ai fait en soi. Où j'ai gagné beaucoup plus d'argent, c'est en Espagne plus qu'en France. Ok. Mais quand je suis arrivé en France aussi, oui, on va dire, je vais pas me plaindre quand même. Ouais, t'avais différentes sources de revenus dans les deux pays, quoi. C'est ça.
Et il faut faire attention aussi parce que, on va dire, les revenus que j'avais, j'étais trop jeune Mhm. pour les revenus que j'avais. Mhm. Donc en soi, ce qui a été bien de côté de mes parents, c'est que à partir de mes 16 ans, on va dire 17 ans, je touchais, je vais donner une fourchette entre 5 000 et 10 000. Par mois? Ou c'était réparti? On va dire que c'était réparti plus par 2 3 mois. Ok, C'est comme des trimestres. ok, Il y ouais. a 4 trimestres. Ok. Du coup, c'était réparti par 4 trimestres. Mais ouais, c'est quand même énorme, tu vois. Ouais, quand t'as Ça 16 te ans, fait, c'est... ça te fait 2 000 € par mois. Ouais. T'as 16 ans. 16 ans, normalement, tu dois avoir quoi, 300. Même pas, t'as 16 ans, t'as rien en fait. En Parce que vrai, t'es t'as pas en- rien. Ouais, Parce mais que t'as l'argent de poche. t'as la bourse, ouais, à la limite, t'as l'argent de poche pour les parents qui donnent. Mm. Mais sinon, ouais, je vois ce que tu... Ouais, Ouais. comme t'as dit 300 et 2000, c'est pas comparable. Donc, tu connais, moi, j'ai un père un peu. On va dire, il est fort quand même. Ouais. Il est fort. Donc en soi, ouais, il a toujours mis de l'argent de côté, alors que moi, dans ma tête, cet argent-là, ça allait que pour ma famille, pour vivre, pour Mhm. vivre, pour vivre. Et à bout d'un moment, à peu près mes 21 ans, Mhm. il m'a dit, bah tiens, regarde, il y a tout ton argent. Ok, donc ça veut dire, ouais, il a tout Il a gardé. tout gardé, il m'a dit, maintenant tu as ton argent, tu fais ce que tu veux. Ok. Et en soi, c'est pas mal, parce que en vrai, souvent, que ce soit des parents, que ce soit la famille, on pense qu'il n'y a pas une fin. Surtout qu'on est dans ce monde un peu du sport, ou, voilà, ou le foot, voilà, on va dire, ah bah mon fils là il joue, s'il finit en pro, en vrai il va toucher des millions, donc pourquoi pas gaspiller ces 30 000 € Mhm. qu'on a ici? De toute façon il va toucher des millions derrière. Mhm. Il faut avoir aussi cette conscience de que à tout moment il y a une fin. Non, c'est... Et mon père il a eu, et grâce à lui, bah aujourd'hui j'ai pu m'en sortir, parce que en soi, sinon, tu te retrouves bah, à faire une licence, et puis à travailler, et puis à faire un stage, et puis à faire une formation, et puis à faire ci, et puis à faire ça, pour qu'à la fin tu touches 2 000 €, voire 3 000 € par mois. Et c'est dur. On va pas se mentir, c'est dur. Limite, on est des pions de l'État. Surtout quand t'as goûté à ce train de vie-là avec de l'argent qui rentre, entre guillemets, je veux pas dire facilement, mais qui rentre sans... Enfin, t'es déjà dans le train, j'ai envie de dire. C'est pas facile quand même. Non, c'est ça que je voulais dire. Non, pas facile, mais ce que je voulais dire, c'est Oui, on va dire avec ta que... passion. ce que je veux dire, c'est que t'étais déjà dedans, t'étais dans la passion, et après, le reste, c'est charbon, quoi. Mm. J'imagine que tu dois avoir des bonnes conditions physiques, tu dois bien manger, tu dois faire attention à ce que tu fais, tu dois avoir un emploi du temps bien chargé, parce que forcément, quand tu vas en cours, t'as ta vie à côté, t'as le foot, sachant que c'était quand même un haut niveau, même si c'était pas pro, comme t'as dit tout à l'heure, forcément... Vous savez, j'avais un coach, il disait quoi? Il disait, c'est plus dur d'être footballeur pro que médecin. C'est-à-dire que la quantité, on va dire, La ouais, charge mentale. la charge mentale et même la quantité d'efforts que tu dois fournir pour que tu, on va dire, juste avoir, franchir le palier de, on va dire, national. Même pas besoin d'arriver en Ligue 1, Ligue 2, Champions League et à la télé, etc. À part de la chance, tu dois avoir une charge mentale et une charge physique énorme. Mm. C'est-à-dire, c'est vraiment énorme ce qu'on fait. Et bah, il faut s'accrocher aussi dans le Ouais, bah foot, hein. oui. Il faut s'accrocher. Mais il n'y a pas vraiment que le mental et le physique. Il y a aussi le côté chance. C'est très Mm. important. C'est-à-dire, demain, t'as pas de chance. On va dire, il y a combien de joueurs qui jouent au foot dans le monde? Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Et il y a 330 000 places, je crois, j'avais vu, sur 10 millions qui jouent. Mm. C'est à peu près presque le 10%. Ouais, c'est ça. C'est pas possible. Ouais, Il faut, ouais, faut faire partie des meilleurs, il faut faut avoir la faire chance, partie faut des être meilleurs, il faut avoir la chance. En fait, il faut être là au bon moment, ouais, au bon endroit, il au bon faut être moment. le meilleur, il faut être là au bon moment, au bon endroit. C'est pas facile quand même. Ouais, j'imagine. Et aujourd'hui, toujours, tu fais toujours du foot? Tu fais toujours du foot, mais... Enfin, c'est pas que j'en fais pas, j'en fais encore, mhm. mais beaucoup plus. En fait, j'ai enlevé cette pression-là. Ok. Donc il faut comprendre aussi que, on va dire, si j'ai pas réussi, c'est parce que j'étais nul aussi, faut se le dire. Mais à part d'être... Ah ouais, faut se le dire, c'est pas grave. Des fois, tu sais, voilà, j'ai stagné, j'ai pas réussi à franchir le palier. Mais aussi, j'ai eu pas mal de blessures. Mhm. Donc voilà, j'ai eu 2 fractures à la clavicule, j'ai eu une déchirure au disque tibial, là récemment, j'ai eu une fracture du ligament tibio-fibulaire. Franchement, j'ai vraiment les blessures, c'est vraiment trop. Mhm. Trop de trop. Et ça a fait que voilà, que j'ai pas pu réussir. Mais derrière,
grâce, on va dire aussi à cette transition de s'en sortir de l'Espagne à la France, grâce à cette transition aussi, ça a fait que j'ai pris une maturité pour, il faut que je m'en sors. Si c'est pas dans le foot, il faut que ça sorte dans un travail. Si c'est pas dans le travail, il faut que ça sorte dans un truc. Mhm. Et c'est ça qui a fait aujourd'hui que j'ai ouvert des commerces. J'ai 2 salons de coiffure, un en France, un en Espagne. J'ai pas mal de projets en Espagne qui sont en train de se mettre en place que je peux pas dire encore. J'ai eu ma licence en géopolitique, donc pourquoi pas ministre en Espagne, on sait pas. Non, mais voilà, en tout cas, voilà, c'est que, on va dire, j'ai réussi à m'en sortir quand même. Non, c'est bien. Bah, en tout cas, tu peux que être fier de toi, j'ai envie de dire. De toute façon, tout ce qu'on fait, c'est pour nous et pour les personnes qu'on aime. Mm. Après, le reste, faut avoir une certaine mentalité. Et ce que j'aime bien dans ta mentalité, c'est que je me reconnais aussi dans ça, dans le sens où essayer de se débrouiller, essayer de faire avec ce qu'on a, même s'il y a des domaines où on n'arrive pas trop, même si il y a la difficulté qui suit. Euh, Toujours essayer de s'en sortir, mais réellement s'en sortir. Parce qu'on entend tous dire, ouais, je vais m'en sortir, moi je vais sortir mes parents de la haisse, etc. Ouais, Mais finalement, qui le fait réellement? Finalement, t'as ceux qui vont vers les études. En fait, avec le temps, en grandissant, je me suis rendu compte que, bah, il y a 3 ans, j'avais la mentalité de me dire les études, ça sert à rien, etc. Aujourd'hui, j'ai pris du recul et les études, ça sert. Parce que c'est pas tout le monde qui peut devenir entrepreneur, c'est pas tout le monde qui a les épaules pour réussir. Et surtout, quand tu vois les situations géopolitiques, par exemple en France, bah, t'as du mal à devoir ouvrir un business ou quoi, tu vois. Quand tu vois comment t'es taxé, etc. Les gens ont du mal à voir ça. En plus, sans parler de ça, il faut avoir des ressources derrière. Donc forcément, il faut travailler un moment ou un autre. Et si t'as fait des études et que t'as un bon boulot, tu peux coffrer plus vite aussi. mm, Après, t'as ceux qui ont 2 tafs, etc. Mais forcément, c'est plus de difficultés. Avec le temps, je me suis rendu compte que les études, finalement, c'est peut-être, comme tu disais, 2 3 000, 4 000 pour les meilleurs, voire en tout cas, dans cette fourchette-là, la moyenne. C'est pas plus mal parce que t'as quand même un certain confort. Et la mentalité qui va avec l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Toi, tu l'as, je pense, et on le voit clairement que, bah, même si aujourd'hui t'es plus trop dans le foot, t'as tenté des choses, t'as essayé des choses, et c'est un bel exemple, tu vois. mm. J'ai quand même un petit aparté par rapport à ça. Ouais, dis-moi. C'est que par rapport aux études, c'est pas que je suis pas d'accord, hein, je suis très d'accord avec toi. Les études, c'est très important. Les jeunes d'aujourd'hui, il faut qu'ils aillent à l'école. Je le dis à mes petits frères. Moi, ma mère, elle me l'a dit, elle me l'a inculqué. Donc, il n'y a pas de souci. Mais il faut pas aussi on va dire, se limiter à ça. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai jamais fait un business plan de ma vie. Je regardais sur internet des business plans, comment on les fait, oh ouais, c'est trop dur, c'est pas possible, c'est ci, c'est ça. Si je te montre la manière où j'ai fait mon business plan, j'ai pris un PDF, comme ça, on va dire, de tous les objets que j'avais besoin d'ouvrir. Par exemple, j'ai mis local à côté. Bah, le local, j'ai besoin de temps. L'objet 1, par exemple, parce que, par exemple, j'ai un barber, j'ai un salon de coiffeur. Donc, le meuble, il me coûte 400 euros par meuble. Donc, si je veux 4 postes, bah, 4 fois 400, voilà. Si, tac, 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 et je mettais tout en même temps. Et puis, je suis parti à la banque. Parce que voilà, je voulais utiliser mon argent. Il faut savoir que pour utiliser ton propre argent, il faut que tu, quand même, justifies tu vas utiliser dans quoi. Donc, ça, c'est encore plus drôle. Alors que c'est ton propre argent, hein. Hmm. Mais tu dois justifier, tu vas l'utiliser dans quoi. Je suis parti, j'ai dit, bah voilà, madame, mon business plan. Elle a rigolé. Elle m'a dit, mais c'est quoi ça? Alors, c'est quoi? Je dit, bah madame, c'est mon business plan, je l'ai fait. Je vais pas aller voir quelqu'un qui a fait des études. Je le respecte, il a fait des études pour ça, il est payé à faire ça. Mais je trouve que si moi j'arrive à le faire, même si c'est pas la bonne méthode, j'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un Ouais. qui me le fasse. Donc, où on va dire où je veux arriver, c'est que il faut que les personnes ne se limitent pas à se dire, bah si j'ai pas fait des études sur ça, je peux Hmm. pas le faire. Ouais, ça, je suis d'accord. Ça, je suis Et totalement la d'accord. plupart des gens, c'est des investisseurs, mais voilà, qui s'en fichent de ce qu'ils font. On va dire, il y a quelqu'un qui a grave des thunes, il vient, il pose l'argent, il dit, bah tiens, ouvre-moi ça. Il sait que ça va gagner de l'argent, C'est ça. mais il sait pas. Ben nous, il faut qu'on arrive aussi à se dire, bah si on a mis de l'argent de côté, et qu'ouvrir un truc, c'est pas notre domaine, il faut qu'on réussisse aussi à le faire. C'est On ça. ne doit pas passer par certaines personnes obligatoirement pour qu'on puisse le faire. En fait, il faut pas se limiter. Donc, Non, non, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, de toute manière, t'as 3 types de personnes. Enfin, pas vraiment 3 types, mais en gros, bah, t'as ceux qui veulent pas sortir de leur zone de confort et qui suivent le chemin des études. Et ça, je pense que c'est le meilleur chemin à suivre.
Par contre, ouais, si tu veux gagner un peu plus, t'as des objectifs plus hauts, t'as envie de, sans même parler de mettre à l'abri, t'as envie de réussir dans ta vie tout simplement. Je pense que ouais, ça c'est important d'avoir cette mentalité d'aimer des choses et de prendre des risques surtout. En Moi, fait, je pense que c'est ça, c'est la prise de risque le plus important. ouais, c'est qui tout double. Exactement. En fait, où tu prends le chemin que tout le monde prend, Ouais. et du coup, tu peux vivre, tu peux trouver ta Ouais, femme, convenablement, t'as ton train de vie qui est voilà. bon, etc. Il est pas mauvais, mais Vous avez t'es 3000 limité quand 3000 même. euros Ouais, chacun, t'es limité quand même à un moment ou à un autre, quoi. vous avez 20 jours de vacances par an, donc tu travailles Hmm. 365 jours Ouais. Ça, pour je trouve, c'est avoir, vraiment la partie chiante. pour être en vacances, on va dire 26 jours. Hmm. Tu travailles toute une année pour mettre de côté pour aller en vacances. Ensuite, tu rentres de vacances et tu retravailles encore une année. Ouais. C'est, on n'est pas des robots quand même. Et en fait, il faut essayer de, voilà, de dire, bon, regarde, je suis ni riche, je suis ni millionnaire, je suis pas un exemple, mais en tout cas, je sais que c'est pas le train de vie qu'on doit avoir. C'est qu'il faut tenter. Et la chose la plus importante, c'est pas de se dire, ah bah j'ai fait une erreur, ah bah j'ai peur de faire l'erreur. En vrai, des erreurs, on va en faire, c'est sûr et certain. C'est sûr. Mais c'est après l'erreur. En fait, c'est là que c'est important. Il faut que l'être humain comprenne, on va dire, il faut qu'on comprenne. Bah regarde, là j'ai fait de la merde, j'ai perdu 15 000 euros, maintenant je fais quoi pour les Hmm. récupérer? Et c'est à ce moment-là où les gens arrivent pas, où ils ont peur de se retrouver ici. Si t'as peur de te retrouver ici, à dire, ah bah j'ai merdé, putain, je fais quoi? T'es mort. Du coup, tu vas suivre le chemin de tout le monde et puis tu vas Finalement, avoir tu vas te une vie retrouver dans le banale. parcours traditionnel. Voilà, c'est ça. Exactement. Qu'en soi, il est pas mal le parcours traditionnel. Ouais, mais t'es limité. Puis t'es limité. T'es limité, fortement limité, quoi. T'es Moi, limité. c'est juste ça. En ça, sans même parler d'argent, juste le fait d'aimer et, comme t'as dit, parler de la liberté par rapport aux vacances, imaginons, Ouais. le fait de pouvoir se dire, bah, tiens, aujourd'hui, je suis un peu fatigué, j'ai pas envie d'y aller. Pourquoi la plupart des gens ils posent des arrêts maladie? En France, il y a beaucoup de fraude par rapport à ça. Parce que forcément, les gens, en fait, des fois, soit ils sont vraiment KO, soit, je sais pas, ils ont quelque chose à faire, mais ils ont pas eu leur jour de congé ou je sais pas quoi, ou ils en ont pas, et tac, ils posent un arrêt. Et bah, c'est le cas de trop de Tu personnes, en l'as fait. déjà fait? Non, je l'ai jamais fait, moi. Moi, je l'ai jamais fait. Moi, je suis un gars en vrai de vrai, hein. C'est même pas que devant la caméra ou quoi, mais je l'ai jamais fait. Ouais, Après, moi, ça fait pas longtemps que je travaille aussi, c'est pour ça. un petit arrêt sur Snap pas trop tôt. Non, jamais, même pas. Jamais. Jamais. Je sais pas, moi, genre, bah, de manière générale, moi, dans mon parcours, en vrai, j'ai fait de l'alternance. Et là, je travaille depuis 6 mois bientôt dans une boutique de costumes. Et depuis que je travaille dans la boutique de costumes, là où j'ai un vrai taf, entre guillemets, fixe, CDI, etc. Non, j'ai jamais posé d'arrêt pour faire quelque chose. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est la liberté que ça m'offre aussi. Tu vois, moi, moi j'entends souvent les personnes se plaindre du 35 heures, etc. 35 heures, c'est rien. Non, mais Tous les tafs ne se valent pas dans les 35 heures, bien sûr. Quand tu fais 35 heures au chantier, 35 heures derrière un bureau ou je sais pas, secrétaire, tous les métiers ne se valent pas, entre guillemets, dans la charge de travail et mentale. Mais 35 heures, c'est rien. Moi, quand je vois bah, les anciens, ce qu'ils ont fait, du cas des personnes que j'ai connues issues de l'immigration ou quoi, c'était beaucoup plus que ça, c'était beaucoup plus charbon. Tu vois, Hmm. tu te dis que c'est 35 heures, c'est cadeau en fait en France. Parce que, en plus, je crois dans l'Europe, on est un des seuls pays où on bosse aussi peu dans la semaine. En Suisse, je crois c'est 40 heures. Espagne, c'est combien? Bah, c'est ce que j'allais dire C'est du coup. 39, non? 39, C'est 40? 39,40 Ouais, c'est ça. pour un. Je pense qu'il a combien le. Je crois qu'il a 1 200 euros. Ok. Bah, nous, je crois que c'est Tu travailles 40 heures pour 1 200 ou 1 280 euros. 40 heures, tu vois. 40 heures. 8 heures par jour. Enfin, t'as 2 jours de Ouais. repos et fin. Mais, tu vois. En soi, la France, par rapport à ça, c'est. Voilà, Ouais, c'est cadeau. Et moi, je pars du principe, je me dis, j'ai 35 heures de taf. Après, tout le reste, je fais ce que je veux. Dans le sens où, si c'est pour développer un business, si c'est pour faire ce qu'on est en train de faire là, je sors du taf là, tu vois. Ouais. Mais je me dis, j'ai le temps. Je vais pas rentrer chez moi et me reposer alors que je peux faire quelque chose que j'aime bien faire et poster sur les réseaux, tu vois. Moi, je fais pas ça dans l'objectif de forcément faire des vues, mais si un jour ça prend, je serai content. Et peut-être que ça deviendra mon taf principal, je sais pas. Mais tant que je fais quelque chose qui me plaît, à la fin de ma journée, je me dis, voilà, j'ai fait ça, ça, ça. Ou à la fin du mois, je me dis, tiens, j'ai fait tant d'épisodes de podcast. Tu vois, là, ça faisait longtemps que j'en ai pas fait. Mais c'est parce que aussi j'étais peut-être sur d'autres trucs, etc. Mais ou j'ai envie de me reposer tout simplement. Moi, c'est dans cette optique-là que je suis dans un taf en ce moment. C'est dans l'objectif d'avoir de l'argent qui rentre, mais d'une manière fixe. Et à côté, si je peux avoir des projets audiovisuels,
Si je peux trouver d'autres sources de revenus à droite à gauche en me débrouillant, bah, c'est du plus. Ouais. Bah, la débrouille, je pense, que c'est un adjectif très important sur Paris. Ouais, Vraiment, la débrouille. Tout le monde se débrouille à c'est Paris. ça. Vraiment, hein. Genre, vraiment, que ça soit moralement légal ou pas légal, on va pas se mentir. Voilà. Que ça soit par des petits travailleurs black, par les gens sans papier qui travaillent, voilà, qui vont être VTC, qui vont être chauffeurs Uber Eats, qui vont être, je sais pas. Il y a tellement du travail, il y a tellement des choses pour que les gens ils se débrouillent. En fait, tu te vois comme ça, tu te dis, mais c'est incroyable. Parce que juste sans aller loin, hein, pour l'Espagne, la plupart des choses qu'il y a ici, il n'y a pas en Espagne. En Comme quoi. Espagne, si t'as pas les papiers, tu peux pas travailler. C'est mort, vraiment, à part si tu vas travailler dans un truc. Tu penses qu'il n'y a pas de travailleurs sans papier? Moi, je suis sûr qu'il y en a partout. C'est sûr. C'est, c'est pas comme en France. Bah, En c'est. France, il y a vraiment une facilité à travailler sans papier, c'est-à-dire que tu vas dans un intérim, t'achètes une fausse pièce d'identité sur Snap à 150 Mhm. euros, tu vas, tu travailles direct. Il n'y a pas de souci. Alors qu'en Espagne, il n'y a pas ça. Tu peux pas. Bah, après, je pense que les travailleurs sans papier sont payés au black, non? Même en Espagne. Je sais pas, sur les chantiers, pareil, dans les mêmes types de métiers. C'est sûr, il y en a. Oui, les chantiers ou même nous, il y a beaucoup de... Comment on dit en français? Tout ce qui est Dis-le en légumes, espagnol. fruits et tout. Fruits et Enfin, légumes. on dit ganadería, mais je sais pas Ah, comment dire. ganadería. Je sais pas comment dire Ah, c'est, en... je sais pas. Je faisais trop genre. Tu Non, sais, ouais, élever. Non, du genre en mode ramasser les patates, ramasser Ah, les... l'agriculture. Non, ouais, L'agriculture. c'est Ouais, ça, c'est l'agriculture, ça, ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais, Ouais. ok. Oh, l'agricultura, ouais, c'est vrai, ouais, je suis Ouais. con en fait. Ouais, l'agricultura en fait. Bah, en fait, ouais, c'est ça. Il y a vraiment ça, Ouais, ouais, ça ok. représente pas une grosse partie comparé en France. C'est vrai qu'en France, en vrai, Exactement. Alors qu'en France, demain, tu peux en trouver vrai, un c'est vrai que. sans-papier, il peut travailler, je sais pas moi, Ouais, facile. chez Nike, Ouais. normal. Ouais, enfin, il y a trop de trucs comme ça, quoi. Et facilement, genre vraiment. Il y Hmm. a une facilité. Moi, en tout cas, ça me dérange pas, hein, c'est bien. Mais il y a qu'à Paris pour avoir des trucs comme ça. Du coup, tu nous as dit que tu as deux business en ce moment. Du coup, tu as un barbeur à Paris, donc en France, et un en Espagne. Et du coup, de un, pourquoi dans toutes les idées de business que tu as eues, tu voulais lancer un business physique et pas en ligne? Et deuxième question, pourquoi un coiffeur? D'où cette passion-là? Pourquoi un coiffeur? Pourquoi un coiffeur? Tu sais, ils ont cette facilité-là de dire que les coiffeurs, c'est pour blanchir de l'argent et ta question, elle est un peu piège. Non, je rigole. En soi, pourquoi un truc physique? Je pense que nos générations, on n'est pas assez développé pour faire un truc en ligne. Moi, j'ai pas confiance. C'est-à-dire tout ce qui est crypto-monnaie, la bourse, les actions, les NFT, etc. J'arriverai pas à mettre une grosse quantité d'argent sur un truc en ligne, en fait. Après, ça, c'est des investissements. Ça, c'est pas pareil. Moi, je parle vraiment de e-commerce et commerce. Aussi. Vendre des produits en ligne, c'est pas pareil. Je peux pas, je suis un mec, j'aime bien compter l'argent comme ça, tac, 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 en espèces. Comme ça, on déclare pas. Toi, tu vas te faire bannir, toi, tu vas prendre un contrôle à la fin de la vidéo, t'as un ouf. Tu mets le bruit bip, bip, bip. Non, en soi, en fait, pourquoi coiffeur? En soi, moi, je suis quelqu'un qui aime bien ouvrir des trucs. C'est-à-dire qui aime bien faire des affaires. Je suis chez moi, je voyage. Je suis parti aux États-Unis, je suis parti au Mexique, je suis parti en Italie, je suis parti vraiment, j'ai fait pas mal de pays et j'observe. Parce qu'il faut savoir que je voyage seul en plus. Donc vraiment, je sais pas, je suis pas dans l'optique où je voyage, où je rigole avec mes potes, ou voilà, on fout la merde, et tout ça, c'est vraiment l'été. Mais sinon, en hiver ou au printemps, j'ai fait pas mal de voyages où je voyage seul j'observe. Parce qu'il y a pas mal de choses. En fait, t'apprends en observant. Ça, c'est le truc le plus important. Et moi, je me limite pas, du coup, aux coiffeurs. Parce que du coup, là, j'ai fait une marque, elle s'appelle Mister Barber. Donc, c'est une marque qui m'appartient. C'est une marque, voilà, que c'est mon salon de coiffure. Donc, si quelqu'un veut ouvrir, il y a des franchises. Non, mais sinon, parce qu'en fait, c'était le boulot le plus facile à gérer au début. Le coiffeur, c'est quoi? C'est, t'achètes le meuble, tu fais la déco, une belle déco, tu ramènes les bons coiffeurs, tu leur mets le matériel, et puis Ça tourne. ça tourne. Ça s'arrête pas, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Alors que si, par exemple, le fast-food, tu dois faire, voilà, tu dois faire le réassort chaque semaine, tu dois faire ci, tu dois faire ça.
la vente des costumes, la vente des vêtements. Ouais, c'est toujours du réassort, c'est de la gestion, quoi. Exactement, Alors c'est que de le la coiffeur, c'est gestion. une prestation de service. Tac, tu renouvelles le matériel si besoin, mais c'est très rare et ça, c'est Voilà, parti, et quoi. c'est fini. Ouais, Et tu payes les coiffeurs, tu fais entre guillemets 50% avec eux. En ok. fait, c'est vraiment, on va dire, le A2 de business. C'est le salon de coiffure. C'est-à-dire, par exemple, dans les langues, il y a A1, A2, Ouais. A3, B1, B2, C1, C2. Bah, en fait, le salon de coiffure, on va dire, c'est le A2. C'est vraiment, tu commences, voilà, tu viens d'arriver. Le A1, on va dire, c'est l'achat et de la revente, on va dire, des vêtements, des téléphones, des trucs comme ça. L'achat-revente, on va dire, mais Mhm. en noir. Ouais. Et le A2, bah, c'est le premier business. Pour moi, c'est la coiffure. C'est vraiment le business le plus facile à faire. Et c'est surtout que c'est un business qu'on a besoin. Ouais. Je sais pas, toi personnellement, mais moi, même avant d'ouvrir le salon, je me coiffais limite une fois par semaine. Ah ouais. Ouais, non, moi, ouais. Moi, c'est une fois par mois. Ah, c'est chaud. Ouais, moi, je sais pas, j'ai la flemme, en fait, ça me prend trop de temps. Et même la barbe, tu fais La pas. barbe, je fais tout seul maintenant. Moi, la barbe, Ok. j'ai toujours fait tout seul. Ah ouais, toi, tu boycottes mes salons, en fait. Non, après, si tu m'invites, c'est gratuit, je viens, moi. Non, paye, mon gars. Je fais la route jusqu'en Espagne, s'il Paye, faut. en ce moment, c'est dur. Non, mais en soi, ok, toi personnellement, ok, mais je pense que, Ouais, non, franchement, non, sans rigoler, ouais, moi je parle de mon cas personnel, même une fois par mois, ça va, parce qu'il y en a, ils vont même une fois tous les 6 mois, j'en connais des gens comme ça. Mais, mais par contre, ouais, des clients vraiment qui sont réguliers, il y en a de plus en plus. Et ouais, je suis d'accord avec toi, il y en a qui vont chaque semaine. Moi, je pourrais pas le faire parce que j'ai pas le temps, et je suis pas un gars en vrai, je prends soin de mes cheveux spécialement, je fais mon petit dégradé fin, et mhm. sinon je le fais à la maison, mais ouais, il y en a, il y a toujours des gens. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est qu'il y a une forte demande. C'est ça. Et du coup, bah, la demande, ça fait que il Bah, y a des... ça Ouais, crée de l'offre. ça crée l'offre. Et nous, bah, notre offre, c'est la coiffure, c'est juste une coupe, 30 minutes, 40 minutes. Et puis c'est fini. Et puis t'as 12 euros Et qui rentrent, ouais, c'est ça. 6 euros pour le coiffeur, 6 euros pour toi. Et puis tu fais tes calculs. Fin de journée, il a fait 10 têtes à 12 euros. C'est 120 euros, 60 pour toi, 60 pour lui. Mm. Puis t'as les taxes, entre guillemets, qui t'enlèvent 10% de lui, 10% de toi. Et puis voilà, t'as ton argent. En fait, c'est un travail qui est facile à gérer. Mm. Ok? Là, j'ai envie de me lancer un peu dans tout ce qui est fast food, etc. Parce que il y a aussi une chose très bien à Paris, c'est la nourriture. Ouais, ouais, il y a un gros business. C'est- On est, enfin, vous êtes, parce qu'on va dire pas on est, vous êtes trop fort. Vraiment. Nous, en Espagne, à part, entre guillemets, les chaînes de pizza, les chaînes de burgers américaines, il n'y a pas d'autre choix. Et les kebabs, mais nous, nos kebabs, c'est dur. Oh, c'est dur. Ah, je vous jure, c'est très, très, très dur. À part ça, vraiment, il n'y a pas d'autre idée. Alors qu'ici, t'as, regarde, là, sans aller loin, t'as Stick aussi. Mm. Allo poulet, tacos, les sauces, on va dire, sauce algérienne, sauce biggie, tout Ouais, ça, il y a nous, énormément de choses, ouais. il n'y a pas, nous, tout ça. Mm. Nous, il y a sauce blanche, sauce rouge, c'est le ketchup. Mm. À part ça, on n'en a pas. Ouais, comme moi, j'étais parti aussi en Belgique, je crois. Belgique, vite fait. Ouais, j'étais parti 2 heures en Belgique parce que j'étais pas loin. Pareil, il n'y a pas de sauce. Je suis parti aux États-Unis. Après, je sais pas si c'est par rapport à la ville où j'étais, mais c'était KO au niveau graille. Il y avait pas grand-chose. J'étais à Washington. Je suis parti. En fait, non, je pense aux États-Unis, c'est pas KO, mais c'est pas halal. Ouais, non, c'est pas que c'est KO, mais moi, en tout cas, l'endroit où je suis parti, enfin, ce que je veux dire dans tous les cas, dans ma comparaison, je vais pas te citer tous les pays, il n'y a pas un pays qui détrône la France niveau Non, non, fast-food. ça Ça, détrône c'est pas. impossible. C'est impossible. Impossible. On est les meilleurs dans ça. C'est impossible. Je pense que s'il y a pas mal d'obésité en France, Ah ouais, ça tue à ça c'est aussi. que c'est dû à la nourriture et au fast-food français. Ouais, Même si l'Amérique, ils ont cette tendance-là de dire, bah, nous, le fast-food américain, voilà, ouais, on est très, mais ils vont jamais avoir ce niveau-là. Et je pense que on a réussi à avoir aussi ce niveau-là de nourriture ici à Paris par rapport aux différentes cultures. ouais. C'est qu'il y a un mélange de cultures incroyable. Il y a toutes les cultures. Tout, tout vraiment, tu peux trouver, pardon, l'expression des Pak, des Indiens, des Noirs, des Arabes, Ouais, tout. Asiates, genre Les chinois, Asiates, japonais, il y a beaucoup de Chinois, business derrière ça, Japonais, ouais, tout, Thaï, tout. tout. Il n'y a pas un truc, il y a pas. Donc je pense que le mélange de toutes ces cultures, ça a fait nos plats. Mm. C'est-à-dire qui allait dire demain que il y a, vas-y, il y a, on va dire, il y a ouais, il y a un siècle, on va dire, Mm. qu'il allait avoir un sandwich au poulet curry. Ouais, non, mais c'est C'est-à-dire tu dis vrai. aux Indiens, bah maintenant votre poulet au curry, bah maintenant il Bah, sera maintenant, il dans se un retrouve au pain 129. au 129 avec une sauce algérienne, avec plein de frites. Mais, mais c'est réel, hein. C'est le mélange de tout ça qui fait que c'est bon. C'est un mélange de tout ça qui fait que c'est bon. Mm.
Et en soi, demain, enfin, parce que aussi c'est une grosse polémique, c'est que je me regarde pas mal sur Internet par rapport à la nourriture indienne, pakistanaise, etc., qui c'est sale et tout. Ouais. Moi, j'ai une copine à moi qui est partie en Inde, qui m'a dit non, pas du tout. Genre, Ouais. c'est vraiment abusé, quoi, sur TikTok. Sur TikTok, c'est abusé. Bah, dis-toi que sur TikTok, en ce moment, mon contenu, c'est ça. Défendre la communauté, surtout. Après, bon, surtout en Inde. Pakistan, ça va, on n'a pas cette répute. Ouais, surtout en Inde, ouais, parce qu'en plus, il y avait, je sais pas si t'as vu les vidéos, là, Zarma, au monde de Ouais, street food, tout ça. l'Inde, non, pas les street food, genre l'Inde envahit Londres. Ouais. En mode, il y avait de la merde partout, des Indiens qui montent comme ça sur Ouais. les bus et Ouais, tout. ouais, ouais. Parce qu'il faut pas se mentir qu'il y a aussi une grosse communauté à Londres. Ouais, en Et ça, Angleterre, je de l'ai manière vu. générale, ouais, il y a beaucoup d'Asiates du Sud, ouais. C'est ça. Et je trouve que c'est un peu hypocrite parce qu'en soi, le poulet curry, en soi, les tisanades, en soi, tout ça, c'est indien. Ouais. Nous aussi, en Algérie, il y a des trucs que, si je vous le dis, vous allez pas manger. Genre, je veux dire, c'est dégueulasse. Mais pourtant, nous, on les mange. Mm, Je sais pas, la tête de mouton, nous, on mange une tête de mouton, on la mange normale. mm, Comme c'est avec de la sauce, comme ça, les yeux, normal, mm. la langue, alors que c'est dégueulasse, en vrai. Tu dis à un Indien, bah rien, nous, on mange une tête de mouton, bah c'est dégueulasse. Et un Indien va nous dire, bah nous, on mange ça, on va se dire, ah, bah c'est dégueu. En fait, c'est chacun sa culture, mais je trouve que c'est hypocrite de dire, ah, bah moi, je prends le poulet curry, mais je prends pas, mais l'autre, c'est dégueu, ah, t'es un crasseux. Mm. Et ma copine m'avait dit non, que la nourriture, elle était bonne là-bas. Qu'il n'y avait pas des moustiques partout, il n'y avait Mm. pas Ouais, ouais. des araignées avec la nourriture. Donc, grosse dédicace aux Indiens, on est ensemble. Non, mais en vrai, t'as bien fait d'en parler. Ça fait plaisir que t'en parles. Parce qu'on en a même pas parlé, toi et moi. Mais en ce moment, je fais un peu ces vidéos-là sur TikTok par rapport à tout ça pour déconstruire les préjugés que les gens ont sur notre communauté. Parce que, comme t'as dit, c'est hypocrite. Il y a, il y a beaucoup de nourriture à nous. Et moi, enfin, surtout, moi, j'ai envie de dire, sans nos communautés à nous, je pense pas qu'on serait aussi loin dans les fast-food aujourd'hui. Parce que si tu vas, sans même parler de la variété dans la graille, hein, parce que la plupart des trucs, c'est burgers, tenders, etc. Mais dans les cuisines, c'est que des Bengalis, des personnes du Bangladesh, Ouais, c'est vrai. très très souvent. Après, ça peut être des Pakistanais, des Rebeux, des Indiens, etc. Mais c'est très souvent des Bangladais. Et je me dis que sans cette communauté-là, honnêtement, il y aurait pas. Tu vois aussi, c'est avenue à Grigny, il y a que ça, alors que le 6 avenue, il cartonne. Dans tous les stands, il y a que des Bengalis. Tu vas dans tous les gros trucs, Testy Krusty, Chicken Spot, c'est pakistanais de base, mais euh, frère, tout. Ouais. Tous les trucs qui marchent en ce moment, en tout cas, c'est que ça. Et j'ai envie de dire, en fait, sans nos communautés, arrêtez de cracher sur ces communautés-là, parce que sans eux, Ils nous nourrissent. c'est ça. Ils nous nourrissent. Et est-ce que tu sais pourquoi il y a une grosse communauté dans toutes les cuisines, que ce soit bengali, indien ou pakistanais? Tu me poses la question ou tu Ouais, as la réponse? Non, j'ai la réponse, mais Ah, genre, je te pose la est-ce que moi question. je sais? Oui. Bah, je pense en fait que chaque communauté a un domaine de prédilection dans un pays. Donc, par exemple, les Ok. Pakistanais, c'est très souvent les bazars. Les Indiens, c'est les épiceries. Les Sri Lankais aussi. On va dire ça. Je grossis le truc, hein, on est dans plein de business, mais principalement c'est ça. Et les Bengalis, quand ils sont arrivés en France, surtout, je pense qu'en fait, c'est parce que il y en avait pas mal dans la cuisine. Et en fait, bah, petit à petit, quand ils arrivent du bled, ils vont chercher un boulot, ils vont demander aux personnes de leur communauté, les personnes de leur communauté les mettent dans ces boulots-là. Parce que forcément, c'est le plus accessible et le plus simple à faire. Oui, je pense que c'est une belle théorie. Elle, Ouais, elle est fausse, hein, ok. mais c'est une belle. Non, mais en soi, oui, c'est une belle théorie. Ce que moi, je pense personnellement, parce que Ouais. ce que j'ai observé et ce que j'en ai déduit, c'est que par rapport à la population qui est en France, au Bangladesh, la population, il y a beaucoup de gens, on va dire. Mhm. En Inde, on n'en parle pas, il y a des millions et des millions de personnes. Du coup, il va se passer quoi? C'est qu'il va y avoir pas mal de demandes, Mhm. c'est-à-dire en restauration. Donc, en vrai, je pense qu'ils travaillent souvent dans les restaurants, enfin, on va dire un businessman français, il va prendre des Bangladesh parce qu'il sait qu'ils vont aller vite. Mais eux, Mhm. pourquoi ils sont habitués à aller vite? Parce que dans leur pays, quand ils travaillaient dans ça, ils étaient obligés d'aller vite parce qu'il y avait trop de monde Mais par rapport à la France. et sinon, tu te fais têche aussi. C'est ça. Et je trouve que c'est ça, en fait, qu'ils sont tellement habitués à faire un travail si vite et si bien fait dans leur propre pays que quand ils viennent ici, en fait, c'est de l'eau pour eux. Je suis pas C'est... totalement d'accord avec toi. Si je peux te couper, t'as Ouais, fini? ouais, bien sûr, ouais. Moi, je suis pas totalement d'accord. Je pense que c'est pas dû à ça. C'est dû en fait à la mentalité, pas au fait d'aller vite, mais à la mentalité du travail.
les Asiates et les Africains, par exemple, on n'a pas du tout la même vision de voir les choses du travail. Encore une fois, je généralise, hein, parce que Oui, l'Afrique oui. et l'Asie, c'est des continents. Ouais, on Mais de généralise manière toujours. générale, on va pas se mentir, tu regardes les communautés asiates, elles sont discrètes et pourtant ils réussissent. Tu regardes les Chinois dans les tabacs ou même dans plein d'autres business, ils sont en place. Beaucoup de Pakistanais, d'Indiens, de Sri Lankais, Bangladais en place. Par contre, on fait pas de bruit, mais les trucs qui tournent. Mais je te dis, c'est dû à quoi? C'est parce que justement, on a en fait ce truc de la famille. Tout le monde, tu vas me dire que tout le monde l'a, hein. Je dis pas qu'il y a tous les Asiates qui l'ont et aucun Africain qui l'a, tout le monde l'a. Mais chez nous, c'est encore plus ancré parce que chez nous, je pense aussi c'est dû au fait que euh, on est les premières générations arrivées en France. Vous êtes déjà les deuxième, troisième génération. Mhm. Donc déjà, il y a eu les études, il y a eu les femmes qui sortent, entre guillemets, un peu plus. Je dis pas que chez nous, les femmes, elles sortent pas, mais nous, c'est beaucoup... Nous, non, mais nous, c'est encore beaucoup dans le truc C'est une hagra, la lié, non, dictature à la maison. lié à la religion et lié de manière générale à, même, à la culture, même en France, il y a quelques années de ça. C'est l'homme, il va travailler. Et l'homme, quand il travaille, bah forcément, il lui faut de l'argent pour nourrir sa famille. Et pour ça, bah, il est obligé de charbonner. Sinon, il se fait têche. Il Mhm. se fait têche, et sans même parler de ça, il a besoin d'argent. Plus il fera d'heures, plus il sera payé techniquement. Après, c'est pas toujours le cas, hein. Ça Oui, on dans, va pas généraliser, surtout que on maintenant on est généralise pas, mais en- moi, en tout cas, moi, dans ma théorie des faits, on sait très bien qu'il y en a beaucoup qui sont black, tu vois. Il y en a beaucoup, c'est des sans-papiers, comme tu disais tout à l'heure. C'est beaucoup de ça aussi, parce que c'est très souvent des personnes qui parlent pas français, qu'on met en cuisine, et fin, tu vois, il aura pas besoin d'être au contact au client, et à la caisse, on va mettre quelqu'un qui parle français. Et ça, peu importe l'origine, tu vois. Mhm. Mais je pense qu'il y a beaucoup ça aussi. Moi, en tout cas, c'est ça ma théorie. Après, peut-être que la tienne, il y a aussi ce truc-là de Ah, la rapidité, mienne, c'est etc. c'est la vérité. Mm. Je te le confirme. Non, en soi, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, tu sais, il y a aussi ce côté-là, ce que tu as dit. Mm. En tout cas, moi, personnellement, Tu l'as perçu? ouais, comme je l'ai perçu, c'était ma perception des choses. Ok. C'est que, parce que j'ai eu le vécu, j'ai demandé à pas mal de gens, par exemple, des gens qui viennent d'Algérie, qui viennent de Tunisie, qui travaillent en cuisine aussi, qui sont habitués à travailler en cuisine, qu'ils arrivent en France, et puis tu mets les Bengalis qui viennent aussi, qui ont travaillé en cuisine là-bas, et qu'ils arrivent ici, la différence de travail, la différence du sérieux, en fait, il y a une très grosse différence, très grosse. Et ça devient très très dur pour les Tunisiens, Algériens, enfin là je généralise, hein. Et ça devient très facile pour les Bengalis. C'est-à-dire qu'ils arrivent, tac, ou les taille, tac, tac, le loklak bœuf, il te le fait en 3 minutes, alors qu'un Tunisien, il va te le faire C'est- en 15 minutes, Mm. tu vois. Donc en soi, ouais, après, oui, Après, moi, c'est... par rapport à ta théorie, pourquoi je disais que je suis pas totalement d'accord? Parce que nous aussi, au Pakistan, on est beaucoup. C'est pas dans tous les business que tu as du monde partout. C'est comme en France, tu as des trucs où il y a plus de monde, t'en as où il y a moins de monde. Genre, la densité, elle est répartie dans le pays. L'Inde, ils sont vraiment, vraiment beaucoup. Ça, c'est sûr, parce qu'ils sont plus d'1 milliard. Maintenant, le Bangladesh et le Pakistan, je crois, ça se compte. Nous, en tout cas, c'est plus de 250 millions. Le pays, il est grand. Tu as des endroits où tu as beaucoup plus de monde. Mais on n'a pas tout ce truc de par rapport à la rapidité. Je pense que c'est juste Mhm. une question de sérieux par rapport au travail, comme tu as dit. Parce que moi, justement, je suis allé au Pakistan cet été. J'ai mangé, j'ai bien mangé, tu vois. Il y a du monde, mais c'est pas blindé. C'est comme en France. Aux heures de rush, t'as un peu plus de monde. Sinon, en temps normal, t'as du monde normal, quoi. Tu peux te retrouver seul dans un restaurant au Pakistan, tu vois. C'est pas en mode, Ouais, j'ai c'est capté. blindé. Et pareil au Bangladesh. Peut-être c'est différent, mais je pense que c'est pareil. Mais voilà, à vérifier. Moi, en tout cas, je base mon expérience sur ça. Ok. Mais bon, En si on vrai... revient, ouais, tu Non, voulais non, rajouter mais quelque en chose? vrai, ouais, parce qu'en plus, toi, t'es parti là-bas sur Ouais, c'est place, ça. donc en soi, C'est moi, je pense que ouais, tu t'as vois, plus ça cette dépend de. visibilité-là et cette perception-là. C'est ça. Mais en tout cas, si on revient à la question de base, pourquoi Ouais. tu t'es lancé dans la coiffure, c'était par rapport à la facilité. Ouais, par rapport à la facilité, on va dire. Aujourd'hui, bah, je vais te poser une question toute simple. Aujourd'hui, genre, toi qui as ouvert tes coiffeurs, on va dire que tu as investi. C'est quoi, est-ce que tu travailles dedans ou pas du tout? Non, je travaille pas. Ok. Donc ça te rapporte de l'argent sans travailler techniquement. C'est ça, je travaille pas. On va dire ce que je gestionne le plus, c'est on va dire à la fin du mois, je paye le loyer, Mhm. je fais la compta. Donc on va dire, comme je vous ai dit, c'est facile, hein. Il y a un coiffeur qui fait 10 têtes par jour. Sur les 10 têtes, bah tu calcules 120 euros et puis 50% pour lui, 50% pour toi. Entre guillemets, chaque semaine, il y a un petit réabsort de tout ce qui est lame, gel, produits, on va dire, de beauté pour les clients. Et puis tu en déduis à la fin, tu payes ton loyer, puis tu as les gains pour toi, tu payes les impôts. En fait, c'est un truc qui est facile à faire. C'est un truc où je m'imaginais, où regarde sans aller loin, en fait, c'est un truc où tu peux dire, ah bah regarde, j'ai 30 balles, bah je vais ouvrir un salon de coiffure.
Alors que demain, je sais pas moi, c'est-à-dire, ah bah j'ai 30 balles, je vais ouvrir un autre truc. Tu peux pas le faire avec 30 balles, Hmm, parce que c'est difficile. hmm. Il y a des choses que sûrement tu vas oublier, il y a des choses que sûrement tu vas pas faire. Il y a des demandes, des licences, des autorisations à la mairie à faire que tu connais pas et tu feras pas, alors en coiffure, non. Hmm. C'est un truc vraiment simple. C'est vraiment pour moi, c'est l'apprentissage de marché dans le monde du business. Ok. Et c'est aussi, ça donne une certaine confiance, parce que tout à l'heure, tu as parlé par rapport on va dire au commerce en ligne, etc. C'est que je pense qu'au début, pour se lancer dans un business, ça donne une confiance et une aisance de voir ton business tourner. Mais de le voir, mais genre de le voir physiquement. D'y aller, d'arriver, de rentrer dans un local et dire, ah bah regarde, tu tournes à droite, tu tournes à gauche et tu dis, bah ça c'est à moi. Tu vois, ça c'est moi qui l'a fait. Je pense que c'est bien, genre tu te sens bien et ça te donne confiance et ça te donne de l'expérience aussi pour te lancer dans d'autres projets. Même si on va dire c'est facile en soi, c'est quoi? C'est peindre quatre murs, c'est faire à peu près ton style et puis voilà, tu mets trois coiffeurs. Mais voilà, malgré cette facilité-là qu'il y a, je pense que c'est bien pour commencer à apprendre dans le monde du Hmm. business. Et C'est moi, un c'est comme business ça que pour je le vois. commencer. Et je parle comme si, voilà, comme si Non, mais non, en vrai, j'avais. de toute façon, on prend aussi en compte ton âge. T'as 23 ans, faut pas oublier. Hmm. Et dans tous les cas, comme tu as dit, tu te vends pas comme un grand businessman. Mais moi, je trouve ça super intéressant de parler de ton expérience. Et justement, peut-être que si on refait un podcast un autre jour dans 2 ans, 3 ans, tu me diras un autre truc. Et c'est ça qui est intéressant, en Ouais, fait. c'est ça. C'est de voir qu'on évolue. Et là, en tout cas, dans ta vision des choses, là, ça marche bien. Et tant mieux pour toi. Et j'espère que ça marchera pour toi, que tu en ouvriras plusieurs et que J'espère. tu évolueras dans le business. Moi, c'est ce que je t'espère. Merci Mais beaucoup. sinon, bah, dis-toi qu'en plus, moi, j'aime tout ce qui est entrepreneuriat. J'aimerais faire un podcast aussi autour de ça, de manière générale. C'est la direction que j'aimerais que ça prend. Maintenant, je connais pas énormément d'entrepreneurs autour de moi parce que je suis encore jeune. Je suis pas Mhm. encore dedans forcément. Et c'est pas tout le monde aussi qui accepte de se montrer devant la caméra, tu vois. Oui, c'est vrai. Moi, je sais que dis-toi que tu es le 14e invité de mon podcast. T'es le premier avec qui je parle réellement de business et qui a un business. D'habitude, c'est toujours axé sur d'autres sujets. Moi, honnêtement, un sujet qui m'intéresse, c'est le business, tu vois. Mhm. Je trouve ça intéressant de voir aussi que bah, ça se limite pas au e-commerce, comme tu as dit, et d'avoir cette vision-là du physique aussi. Ça permet aux gens de voir plus loin. Mais, ok, là, par exemple, toi, aujourd'hui, bah, c'est quoi, par exemple, les difficultés dans un salon de coiffeur que tu peux rencontrer? Et c'est quoi, comment tu as fait aussi pour trouver ton personnel? Bah, en fait, c'est ça la difficulté. La plus grosse difficulté, c'est trouver une cohésion d'équipe. Mm. C'est-à-dire que trouver des coiffeurs qui s'entendent bien entre eux, parce que voilà, on va dire, la coiffure, quand même, c'est un monde où si tu travailles, tu touches bien. Si tu travailles pas, tu touches pas bien. C'est-à-dire que si tu beaucoup plus de clients que tu fais, tu vas avoir beaucoup plus d'argent. On va dire, je parle en tant que coiffeur, hein. Donc, il faut pas qu'il y ait un certain vice entre les coiffeurs, une certaine, on va dire, malaisance, une certaine, voilà, de le voir et dire, bon, lui, c'est son client, bah, je vais le finir plus vite pour prendre son client, et puis voilà, voilà. Non. En fait, il faut trouver vraiment des personnes bien, comme partout dans le monde, mais c'est surtout la cohésion d'équipe. Et aussi, faire voir que dans ton équipe, t'as toujours un à qui tu fais vraiment confiance. On va dire, c'est le plus, Ah, c'est la poucave. ouais, c'est la poucave, on va dire, c'est celui qui te poucave tout. Et puis, t'as après ensuite. Non, mais en vrai, Ouais. en fait, il faut mettre quelqu'un qui soit à ta place, Mm. Un manager, quoi. un manager. Et ça, je l'ai appris aussi parce que j'ai travaillé pas mal. Parce que, à part le foot, je n'ai travaillé, j'étais assistant manager dans une entreprise à Gully Park. J'ai travaillé dans les entreprises à mes parents. J'étais chef de secteur dans l'entreprise à mon père de sur transport, etc. Donc, ça m'a permis de ramasser et apprendre des choses. Apprendre des choses. Et par exemple, un manager, il a quoi comme mission? Les missions du manager, c'est quoi? L'ouverture, fermeture de caisse, La euh, gestion de personnel, la gestion gestion du des problèmes personnel, avec les clients, ou le quoi. plan. Et comment tu fais pour trouver cette personne de confiance? Est-ce que tu la payes un peu plus? Est-ce que ça marche comment? Non, Enfin, toi, par exemple, dans ton expérience à toi, ça s'est passé comment? en soi, moi, c'est pas que tu la payes un peu plus ou un peu moins, parce que on va dire qu'il fait pas beaucoup plus de missions que les autres. Hmm. On va dire, Ouais, pas à proprement parler. Ouais. ouais, quand on parle de la coiffure, tout le monde fait les mêmes coupes. On va dire celui juste, on va dire pas mes yeux, mais c'est celui qui va s'en charger à dire, bah tiens, toi, s'il te plaît, est-ce que tu peux ramasser ça? Tiens, s'il te plaît, est-ce que tu peux ramasser ça? En soi, ça peut mériter un plus. Il y a pas de souci. Mais on va dire, c'est comme le délégué de classe.
Mhm. Ça reste quand même un élève. Ouais. Voilà. Bah, pour moi, c'est pareil, en tout cas. Mhm. Il y en a peut-être qui vont dire non, bah, ce serait pas mal que tu payes un peu plus. T'as un radin, Abdel, je sais Ouais. pas, fais un effort. Ouais. Moi, en tant qu'il me le demande pas, parce qu'il me l'a pas demandé, Ouais. et même, je pense que pour un coiffeur, il y a des fois, il y a des domaines où quand tu lui donnes cette importance-là, lui, il aime bien. Il me dit, ah, bah, regarde, tu sais, il me fait confiance, il sait qu'entre guillemets, je suis le meilleur coiffeur du salon, bah, tu sais quoi, vas-y, c'est moi qui gère. Tu te sens valorisé, quoi. Voilà, tu te sens valorisé par rapport aux autres. Donc ça peut le motiver à bien travailler, à montrer aussi. Et même pour lui, ça l'entraîne, parce que souvent, les coiffeurs, dans leur vie, ils veulent faire quoi? Ils veulent ouvrir des salons de coiffure. Mhm. Juste, voilà, ils n'ont pas cette capacité, on va dire, encore économique pour l'ouvrir. Donc, ils travaillent dans des salons pour ensuite ouvrir leur propre salon. Et souvent, quand tu valorises quelqu'un comme ça va permettre aussi de gagner de l'expérience, de Gagner confiance en lui, voilà, etc. connaître le vice des coiffeurs, les vols de caisse. Parce que dans le milieu de la coiffure, il y a beaucoup de vols, toujours. C'est ce qu'on m'a dit toujours. C'est que dans un salon de coiffure, il faut que tu saches un truc, que tes coiffeurs, ils vont te voler. Mhm. Peut-être exprès, peut-être pas exprès. Sur, je sais pas moi, sur 15 coupes, peut-être ils vont pas noter dans le calepin 2 coupes. Mhm. Du coup, il va dire j'ai fait que 13. Et Mhm. il garde 30 euros pour sa poche. Mhm. Après, il y a des systèmes où tu peux, voilà, tu peux leur mettre en place quelqu'un, tu peux leur mettre en place des caméras, tu peux leur mettre en place une caisse automatique, électrique, etc. Où voilà, où il y aura tout qui sera affiché. Mais j'ai remarqué aussi que quand tu leur mets trop de pression, ils travaillent pas bien. Mhm. Donc moi, je préfère qu'ils me volent des têtes. Enfin, j'accuse pas mes coiffeurs, hein. Mais je préfère qu'on me vole 2 têtes. Entre guillemets, je sais que à la fin du mois, je vais perdre 20 têtes. C'est quand même de la perte. Mhm. Mais que derrière, il y a un travail qui est sérieux et qui est bien fait et que tout le monde est heureux. Mhm. Que je leur mette une certaine pression. Ah voilà, personne vole, personne fait ci, personne fait ça. Il y a une caméra ici, la caisse, tu l'ouvres comme moi je le dis, tu la fermes comme moi je le dis. Ou sinon, je mets quelqu'un à la caisse ou moi-même, je me mets à la caisse. C'est pas bien. Tu te sens visé, tu te sens regardé, tu te sens. Voilà, ça sera. Il n'y aura pas cette cohésion-là, il n'y aura pas cette ambiance-là. Mhm. Donc, je pense que vaut mieux mettre quelqu'un pas de confiance, mais on va dire de valoriser quelqu'un, de lui donner ta confiance, et puis attendre en retour qu'il te la redonne lui aussi. Ok. Ok. Et du coup, là, t'as dit que t'as un coiffeur en France et t'en as un en Espagne. Du coup, celui en France, ça fait combien de temps il est ouvert, t'as dit? Ça fait 7 mois et c'est Ok. avec un associé. Ok. Et en Espagne, c'est à toi seul? Ouais, en Espagne, il est que à moi. Ok. Et là, du coup, ça fait un mois, enfin 2 mois que t'as ouvert en Ouais, Espagne. j'ai eu l'ouverture il y a 2 mois. Et ça se passe comment jusque-là? Il cartonne. Ah ouais? Il cartonne, franchement, et je suis très fier de le dire, hein, parce que j'avais pas cette attente-là voilà, de qui cartonne autant, mais franchement, oui, il cartonne. Franchement, même, je dirais limite mieux que la France. Mhm. Je sais pas pourquoi, parce que peut-être je leur ai ramené un style français, peut-être je leur ai ramené, on va dire, parce que maintenant ça devient la mode, on va dire, la street, les TN, les deux traits derrière, les Ouais, machins, ouais, les des petits détails, dessins, quoi. les coiffures, les survêtes, Under Armour, Asics. Ça commence à arriver en Espagne, ça commence à se fructifier. Ils écoutent du Juju, ils écoutent du Weronois, ils écoutent du Nino. Mhm. Donc en soi, oui, ça commence à devenir, on va dire, la mode. Mhm. Cette mode-là, elle rentre. Et la phrase, on va dire, emblématique que j'ai mis dans le salon, c'est la banlieue influence Paname, Paname influence le monde. Mhm. Et c'est pour de vrai, en fait. Donc voilà. Ok. Il cartonne sa mère. Tant mieux. Parce que j'ai vu en plus sur Insta, franchement, le coiffeur est super beau. Je crois que j'ai jamais vu un coiffeur aussi beau voir pour de vrai. Ouais, Je vais pas très souvent chez les coiffeurs, mais en vrai, franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé la DA. Les faits tags, etc., qu'il y a sur le mur, les sièges. C'est beau, tu vois. Ça fait Mm. coiffeur de luxe. Et finalement, les coupes, c'est des. Quand tu m'as dit le prix, j'étais choqué. Moi, j'ai cru que c'était des coupes beaucoup plus chères. Et Ouais. alors que même quand je voyais les photos qu'ils prenaient les coiffeurs, franchement, c'était des très belles coupes, tu vois. Genre, je m'attendais au moins à 20 balles la coupe, tu vois. Alors que dès que tu m'as dit que c'était 12 12, euros. 12 Ouais. euros, c'est le 12 prix le euros. plus basique en France, tu vois. Bah, en soi aussi, il y a cette, on va dire, transition entre l'Espagne et la France. C'est que voilà, c'est pas le même SMIC. Aussi, c'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai aussi qu'à Alicante, on va dire mes coiffeurs, entre guillemets, avec qui je suis en concurrence, la coupe elle est à 18 euros. Hmm. Et moi, ce que je veux offrir, en fait, c'est que c'est la rentabilité au long terme.
ce que moi je comprends, enfin, je suis pas un business, enfin, je comprends pas trop du business, mais comme moi je le vois, c'est la rentabilité en long terme. C'est qu'en fait, c'est une définition que je me suis fait moi-même. C'est que, ok, la coupe, je vais la faire à 12 euros. C'est vrai que le matériel que j'ai payé, comme tu as dit, les chaises, les murs, le meuble, le style, etc., j'ai payé plus cher. Si je le mets à 18 euros, je vais rentabiliser. Mais il n'y aura pas tout le monde qui va venir. Il y aura, on va dire, juste les personnes qui ont cette aisance, on va dire, économique qui vont venir. Mm. Alors que si tu le mets à 12, tout le monde va venir. Mm. C'est accessible. Et en soi, c'est accessible. Et en plus, tu vas le rentabiliser. C'est vrai que tu vas le rentabiliser un an après. Mais nous, quand on ouvre un projet, c'est quoi le plus important? C'est de voir le long terme, de toute façon. C'est voir le long terme et le rentabiliser. C'est le plus important. Donc moi, je préfère que ça soit accessible à tout le monde. C'est pas grave, je vais prendre un an de plus pour le rentabiliser et puis faire rentrer, on va dire, la somme principale que j'ai investi, à me retrouver à le faire à 18 euros et prendre ce risque-là de quitte au double, là, au fait, Donc, où peut-être ils tu n'auras aiment. pas trop de taf, etc. aussi. Exactement. Ou est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils vont pas aimer? Est-ce que mes autres concurrents, je vais être comme eux? Non, je préfère arriver, baisser le prix, c'est pas grave, je vais le rentabiliser au long terme. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je serai pas en perte. Et c'est ça aussi la différence par rapport à d'autres domaines, c'est que vu que c'est un service, en Ouais, t'as soi, pas de marchandises. j'ai pas de Et que tu vendes, marchandises. tu vendes pas, t'as pas de perte. Exactement, j'ai pas de Ta perte. seule perte, c'est de te dire que t'as pas assez de clients et que tu devras fermer un moment. Mais derrière, Exactement. tu perdras pas d'argent, quoi. Ce sera que Exactement. du bénéf. Donc vu que ça sera que du bénéf, c'est pas grave. Je préfère autant faire le bénéf petit à petit, à le faire, on va dire, à des gros et risquer que ça soit pas vraiment, Mm. qu'on n'arrive pas en point final. Mm. Donc oui, j'ai ouvert un salon, on va dire, qui mérite que la coupe soit à 18 euros, 19 euros même. Mais je trouve que 12 euros, ça peut être accessible pour tout le monde. Pour les enfants, c'est 8. Pour les vieux, c'est 10. Mm. Et je trouve que c'est accessible et tout le monde est heureux, surtout dans une petite ville comme Alicante. On va dire, à part le tourisme, il n'y a pas grand-chose à Alicante. Et tout le monde vient, tout le monde est Assez heureux. raisonnable, quoi. Ouais, et ça a Ok. pris cette ampleur aussi familiale que, voilà, ils se sont dit, en fait, il a ouvert un truc de ouf Mm. et il a mis au bas de prix pour qu'on puisse y aller. Donc c'est ça qui est bien aussi. Ouais, ça crée de la proximité. C'est ça. Ok. Donc, franchement, très, très. Enfin, c'est une belle mentalité et beau business plan, surtout, j'ai envie de dire. Les deux, ça marche bien, Bon, forcément, c'est. après la banquière, elle a rigolé. Faut pas oublier sur mon business plan. Ouais. Elle a pas trop aimé. Mais du coup, t'as fait comment pour ouvrir ton premier coiffeur en France? T'as fait un crédit ou t'as tout payé cash? Non, j'ai payé cash. Et t'as payé quoi? T'as payé en fonds de commerce? T'as payé quoi? Parce que quand t'as dit t'as 30 balles, moi ça me paraît peu, tu vois. Parce que oui, ok, les travaux c'est un certain coût, mais t'as les droits d'entrée, etc. Non? En fait, c'est ça qui est bien ou mauvais par rapport à Paris et par rapport à l'Espagne. C'est-à-dire que là, actuellement, à Paris, on va dire tous les locaux, tu as des droits d'entrée. Hmm, Mais il y a Paris, il y a 30 ans, les locaux, ils étaient vides. Et hmm, donc, tu arrives, tu loues le local à 650 euros. OK? Le local, il est vide. Moi, j'ai pris un local vide à Alicante. OK? Il était vide. Je l'ai loué, je l'ai pas acheté. Donc, on va dire, je paye une fourchette entre 800 et 900 euros de location. J'ai pris le local vide, il y avait 4 murs blancs et puis un sol. Donc j'ai fait les travaux. J'ai fait des travaux, etc. Les travaux, ça m'est venu à 20 000 euros. Puis entre licence et autorisation, 5 000 euros, donc t'es vers les 25. Et puis t'avais ces dernières 5 000 pour tout ce qui est déco, pub, tirage au sort, parce que j'ai fait un tirage au sort pour les personnes et tout. Donc ça te revient à une somme entre guillemets de 30 000 euros. Ok? Maintenant, pourquoi l'Espagne, c'est un pays plus attirant que la France pour le business, à part les taxes? C'est aussi ce que tu viens de dire. C'est qu'il y a tellement de choses ici, il y a tellement de densité de choses, que limite, tu es obligé d'aller prendre un local à quelqu'un d'autre qui a déjà essayé un business et que ça n'a pas marché. Donc il y a quoi? Il y a les droits d'entrée, il y a les frais de port, il y a les frais de ci, il y a les frais de... En fait, tu te retrouves à payer un tas de choses qu'en soi, tu vas pas faire le bénéfice derrière ça. Ouais, en gros, C'est un le plus. risque, il est trop gros comparé aux Exactement. bénéfices que tu peux avoir, quoi. Et c'est trop gros, en fait, tu vas te retrouver à payer pour un salon de coiffeur sur Paris 90 000 euros, 100 000 euros. Et que derrière, on sait très bien, tous les Parisiens, on sait très bien, tous les entrepreneurs, que les 100 000 euros dans un salon de coiffure, tu les fais en 6 ans, 7 ans. C'est énorme. Hmm. Alors que moi, je préfère, par exemple, ouvrir un salon de coiffure à Alicante pour 30 000 euros. Et je sais qu'en 2 ans, peut-être, Ouais, ça a rentabilisé, quoi. ça rentabilisé ou au moins la moitié, déjà. Mais du coup, ce que t'as ouvert en France, à titre de comparaison, ça t'a coûté combien? Pour la même chose, entre guillemets, hein, bien sûr, je sais que c'est pas exactement la même chose, mais... Enfin,
regarde, pour faire un exemple, en fait, ce qui m'a coûté, même si j'aime pas trop parler d'argent, Ouais. ça m'a coûté pareil, être euh, à 50% dans un salon de coiffure à Paris, ça m'a coûté pareil que avoir pour la même somme un salon de coiffure en Espagne un mois à 100%. Ok. Donc on est environ aux 30 000 euros. Ok. Donc on est Droit d'entrée, etc. Tout compris. tout compris. Ça va. En vrai, ça va, c'était parce que Bah, même, ouais, moi je m'attendais à plus, hein, il même à faut se dire que c'est 50%. sur la banlieue aussi. C'est pas. Après, Voilà. ça reste Vitry, c'est proche Paris, hein. Mm, Enfin, banlieue, pas banlieue, aujourd'hui, ça coûte cher, hein, peu importe. c'est ça. Donc en soi, oui. Mais quand même, c'est quand même très très cher. Pour un salon de coiffure, faut se dire que tu te retrouves à payer 80 000, 90 000 euros pour un salon de Hmm. coiffure, c'est cher quand même. Ouais, 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 j'imagine. Ouais, parce que ouais, c'est vrai que j'avais pas trop d'ordre d'idée par rapport à ça, mais ok. Ouais, franchement, ça, je crois que je vais ouvrir un coiffeur après la vidéo. Tu m'aides? Ouais, je t'aide, y a pas de souci, je te fais le business plan, c'est 3 000 euros. Toujours l'argent. Toujours Direct. l'argent. En vrai, non, mais il faut apprendre à se valoriser à travers l'argent. Bien sûr. C'est-à-dire, il faut apprendre à vendre tes services. Et même si c'est un truc facile, que tu trouves que c'est facile de faire, peut-être toi, tu n'auras pas cette vivacité ou cet instinct que moi j'ai. Ou peut-être toi, tu auras un autre truc que moi j'ai pas, tu vois. Bien sûr. Et il faut le valoriser à travers des services. Mm. Parce que c'est toujours des services. Et les services coûtent de l'argent. Ouais. Parce qu'actuellement, je sais pas si tu as remarqué, tout te coûte de l'argent. Tout. 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 N'importe quoi. Même juste pour venir ici, ça me coûte de l'argent. Mm. Même si je te le donne pas à toi, ça m'a coûté de l'argent. L'électricité, tout. Donc en soi, on est tellement relié à l'argent qu'il faut qu'on apprenne à utiliser cette faiblesse ou cette richesse de dire, bah, moi aussi, On en fait je vais un truc, valoriser, ouais. Je vais me valoriser. Je vais me valoriser et je vais dire, bah voilà, bah, moi, si je bouge de point A à point B, bah, j'ai besoin de cet argent-là pour que je te le fasse. Mm. Si tu veux que je t'aide à traduire un truc, bah, je vais te le faire, mais voilà, il faut que tu me payes. Et j'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'aujourd'hui, moi, tu vois, par exemple, je suis dans la prestation parce que les gens, en fait, quand c'est pas matériel, ils ont du mal à visualiser. Et je comprends totalement, c'est normal. Mais je suis dans la prestation et ce que tu as dit, c'est vrai. En fait, les gens, ils ont du mal à voir tout ça. Quand tu vas voir les commentaires de certaines vidéos, de personnes vidéastes qui parlent de ça, etc., ils disent oui, mais toi, t'es trop cher, etc. Et moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Mais après, quand tu leur déroules toute une liste de frais, sans même parler de taxes ou quoi, hein, les premiers frais que tu as, Oui, ils savent pas, non. parce qu'ils ont pas Bah, c'est ça. connaissance. Moi, tu vois, là, déjà, tout ce qui nous filme, autour de nous, t'en as au moins pour 4 5 000 euros, tu vois, facile. Mhm. Tu vois. Et les gens, ils se rendent pas compte. T'as du matériel, t'as des caméras, t'as des lumières. Sans même parler de ça, t'as des coûts logiciels. Sans même parler de ça, bah, genre, pour développer un peu ce que je fais moi de mon côté, mon business, t'as les coûts logiciels, t'as le coût du matériel que tu dois rentabiliser, le matériel que tu dois racheter très souvent, parce que forcément, ça se renouvelle tout le temps. Et il y a des trucs qui tombent en panne, tu vois. Parce que peut-être que toi, une tondeuse, ça peut tomber en panne. Ça va te coûter moins cher que moi si ma caméra elle tombe en panne, Oui, tu bah vois. oui, Tu vois logique. pas ce que je veux Ouais. dire. Les objectifs, ça coûte plusieurs centaines, voire milliers d'euros pour certains trucs. Les gens, ils se rendent pas compte de ça. Et là, je parle que du matériel. Mais quand tu te déplaces, tu as des frais de déplacement. Et là, je parle Ouais, pas que de l'essence. Les gens, ils ont du mal à voir que tu as ouais, un ils pensent que c'est que entretien. l'essence, ouais. Tu as la vidange à faire après. Parce que tu fais des kilomètres, tu fais des allers-retours. Mais tu as la vidange à faire, tu as un entretien à payer. Et ça encore, là, je parle juste des charges. Mais dans ça, tu dois tirer du bénéfice. Et il y a le temps aussi. Il y a le temps aussi, bien Le temps sûr. coûte l'argent. Il y a le temps, le temps coûte de l'argent. Et moi, c'est avec le temps que j'ai appris. Au début, je faisais des trucs limite gratuits, histoire de me faire un portfolio. Et avec le temps, bah, je me suis rendu compte que mon travail avait une valeur. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a certains moments, je me dis que je le valorise pas assez. Mais comme je t'ai dit, je pense qu'à long terme, je me vois pas en faire mon activité principale. Pourquoi? Parce que je pense que avec le temps, la passion est peut-être un peu partie. Je vois beaucoup trop l'argent. Parce que justement, de base, j'aime la vidéo. C'est pour ça que c'est devenu justement une source de revenus hein, d'un certain côté. Mais d'un autre côté, je pense trop argent quand je fais mes projets. Et dans ce genre de milieu, c'est pas bon parce que quand tu penses argent, ton travail, des fois, il peut pas forcément être de moins bonne qualité, mais tu es peut-être moins investi. Tu veux trop que le client il te paye, machin, etc. Et ce qui est normal. Mais long terme, je pense que je me verrai pas dans ce domaine-là. Après, je pense que ce que j'aime dans ce domaine-là, et c'est mon truc préféré, c'est que j'avais une passion, j'avais du matériel, j'ai investi aussi dans du matériel pour le business. Mais ce que j'aime, c'est que, bah, comme on a fait une vidéo la dernière fois, tu m'as dit, oh, tiens, j'ai besoin d'une vidéo, est-ce que tu es dispo à telle heure, tel jour? Et moi, tac, je fais mon travail, j'ai mes compétences, j'ai mes années Oui, t'as d'expérience mis qui tes fait que expériences. c'est ça. Et c'est ça qui fait que, bah, là, en 2-2, je peux me faire un peu d'argent. Moi, je pense que c'est bien en source de revenus secondaires.
t'as ton taf principal, peu importe ce que c'est, même t'as un business, les week-ends, t'as ça, et ça t'arrondit bien les fins de mois des Ça fois. revient à quel mot de faire tout ça? À quel mot, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'au début enfin, du podcast, on a dit un mot à Paris, c'est vraiment toujours Ouais, ça. c'est ça. Pareil, ça va vite. C'est la débrouille. Ouais, c'est la débrouille. C'est vraiment le Et mot. moi, quand je fais de la vidéo, c'est de la débrouille parce que ça arrive, ça peut arriver du jour au lendemain. Mais moi, je m'arrange pour être disponible parce que si je suis pas disponible, ça sera quelqu'un d'autre qui sera disponible. Et ce même gars-là, bah, il va le garder pour d'autres projets plus tard. Mhm. Et bah, peut-être que sur le coup, tu vas te dire, ouais, j'ai perdu 400 euros pour cette prestation-là sur cette journée. Et bah, finalement, en fait, on aura perdu 3000 parce que le même prestataire, il va le reprendre tout le temps. C'est un métier, en fait, c'est très bouche à oreille. C'est comme le coiffeur, finalement. Ouais, lui, il coiffe bien, tac, je vais chez lui. Lui, il coiffe pas bien, fin. Moi, quand des fois, je vois mon coiffeur, il commence à me rater, j'en cherche un nouveau. Oui, Ou oui. sinon, je demande à un pote, ouais, tu connais pas un bon coiffeur? Et c'est pareil pour notre domaine. Ouais, demain, je me marie, je connais un bon vidéaste, un bon photographe. Faut être bon dans son domaine, mais moi, je sais que j'ai une certaine valeur, justement parce que je suis bon. Et c'est ça qui fait que demain, tu peux augmenter tes tarifs, justifier tes tarifs, et sans même parler de ça, avoir de l'argent en plus, tout simplement. Ouais, bah, de toute façon, malheureusement, on est dans un Dans un monde monde où... où tu as besoin C'est d'argent pour ça. vivre. C'est incroyable, mais c'est vrai, on a besoin d'argent pour vivre. Et je vais revenir encore sur le fait, par rapport à la débrouille, c'est qu'on dirait que je suis un forceur. Mais en fait, en Espagne, parce que moi, j'ai côtoyé, on va dire, les deux mentalités. En Espagne, les gens, ils se débrouillent pas. Dans le fait où, par exemple, ici en France, même moi, je me suis retrouvé à avoir deux tafs en même temps. À faire deux tafs pour garder mettre l'argent de côté. En Espagne, jamais de la vie, tu vas lui dire qu'il faut qu'il fasse deux tafs. Il va dire, mais tu crois que je suis un robot? Tu crois que je suis un chien? Il va dire, mais non, c'est pas possible. En Espagne, on va dire, il se lève le matin, il prend son petit déj, la journée elle commence à 10 heures, puis il travaille, et puis à 14 heures, tout le monde mange, puis il y a une sieste jusqu'à 16 heures, donc tous les commerces ferment, et à 16 heures, ça repart encore. Et puis il retravaille, et puis il rentre chez lui, il a 1000 euros, 900 euros, et puis il vit sa vie. Il va ni plus ni moins. En fait, ils n'ont pas cette motivation d'aller encore là, là, et là encore. Tant qu'ils ont leur argent pour, on va dire, Subvenir à souvenir, leurs besoins. c'est Enfin, bon. Enfin, c'est des gens chill, quoi. et c'est très rare. C'est très rare où en Espagne, tu vas avoir des gens voilà, vraiment motivés, vraiment qui ont envie de faire de l'argent. Là, limite, ok, ça commence avec les nouvelles générations. Mais sinon, c'est vraiment. Ouais, c'est très lent. Pardon. Et du coup, ouais, bah, c'est ça. Donc, par rapport à l'Espagne, la France, c'est vraiment quelque chose de très, très travaillé, on va dire. Ok. En tout cas, merci d'avoir parlé de l'aspect business et tout. Franchement, c'était pas mal. Moi, je pense qu'on pourrait finir sans trop s'étaler sur un dernier sujet, peut-être, c'est le foot. Moi, je voudrais que tu nous parles peut-être un peu de ton parcours dans le foot. Comment est-ce que tu es arrivé au Red Star? Euh, Ce que ça t'a apporté dans ta vie de tous les jours. Les difficultés aussi que tu as pu rencontrer. Enfin, les difficultés, tu en as parlé un peu, mais qu'est-ce que le foot t'a apporté dans ta vie de manière générale? Il faut savoir que le foot, on va dire, c'est le sport number one. Mondial. C'est mondial. Hmm. En fait, c'est le sport le plus important. Ok? Donc, depuis tout jeune, je fais du foot. On va dire, depuis 3 ans, 4 ans, il y a des photos de moi dans ma chambre en train de jouer avec un ballon. Donc, on va dire, c'était vraiment ma passion. Euh, à l'âge de 12 ans, on va dire, je me fais, on va dire, non, comment on dit déjà? Enfin, j'allais dire, je me fais prendre, mais ça se dit pas. On m'a repéré, non, moi, Ouais, on m'a pris. ouais, on m'a On m'a repéré. repéré, on Ouais, m'a je repéré, répète, on m'a sélectionné, on je m'a répète. recruté. Je me suis fait repérer par Valence. On va dire, c'est le club qui était très important dans la côte espagnole. Alicante, Almeria, Murcia. Il y avait Valence. Donc, on va dire, c'est le club le plus important. C'était le club qui jouait au niveau national. C'est le club qui jouait en Europe, en Champions League. Donc, je signe avec eux. Et en fait, je pense que la difficulté vient dans le foot au moment où tu commences à toucher de l'argent. C'est-à-dire que dès que tu touches de l'argent, tu commences à avoir cette pression-là. Moi, je l'ai eu, cette pression. C'est qu'à l'âge de 15 ans, 16 ans, quand j'avais mon contrat pro et que mon père, il me ramenait comme ça à main, parce que j'étais encore petit, du coup. Mhm. Il me faisait passer le passage piéton dans ses mains et ensuite j'arrivais, il me donnait un stylo pour signer un contrat où il y avait marqué prime 10 000 euros et puis j'allais toucher tant d'argent par mois. Et c'est ça que tu te dis, attends, là je suis plus petit en fait. Donc je dois faire
un tas de choses. Je dois marquer des buts, je dois faire tel effort, je dois faire tel ça, tel ci, pour que je puisse réussir et pour que je puisse ramener l'argent à la maison. Et je pense que ça a été une difficulté pour moi et je pense pour tous nos jeunes aujourd'hui, parce que même mon petit frère aujourd'hui, il se retrouve dans la même situation que moi, c'est que là, il est à Gérone, il a signé son premier contrat professionnel et il se retrouve dans la même galère que moi, c'est que il me dit, bah, en fait, il faut que je ramène l'argent à la maison. Mm. Et ça, c'est problématique parce que ça te rajoute une pression que tu devrais pas avoir pour un certain âge, même si maintenant on trouve Lamine Yamal qui a 17 ans, voilà, qui a tué la France. Je suis désolé, il vous a tué. Et voilà, mais peu de jeunes ont cette capacité-là, comme Lamine Yamal, de se retrouver à faire ce qu'ils font à leur âge. Souvent, à 15 ans, nous, nos mamans, à 17 heures, on doit être à la maison. Et avoir cette mentalité-là de dire, il faut que je ramène l'argent à la maison, je pense que c'est perturbateur pour un sportif de haut niveau. Il y a un autre truc aussi, c'est que on est très, 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 comment on dit, très égoïste dans le foot. C'est-à-dire que dans le foot, sur un centre de formation, sur une équipe de 23 joueurs, c'est des statistiques ce que je dis, hein, et c'est vérifié. Il y a 4 ou 5 qui vont arriver en équipe professionnelle. Donc, quand t'es jeune, tu te dis quoi? Que pour arriver en haut, il faut pas que je sois plus fort que les autres. Il faut que j'écrase les autres, en fait. Donc, il y a un certain vice qui s'installe, il y a Une certaine compétition. une certaine compétition, mais mauvaise, en fait. Parce que c'est quand t'arrives en pro, il est bien. C'est-à-dire quand t'es enseignant, quand t'es adulte, il est bien. Mais en jeune, en fait, limite, tu vas blesser quelqu'un pour que tu puisses jouer à sa place. Et je ne veux pas dire que j'y ai pensé comme ça, mais J'espère pas. non, j'ai pas dit que j'ai pensé comme Mais ça. non, mais je pense que tu avais la pensée, quoi, quand même. Ouais, en fait, j'ai eu la pensée de se dire, bah, en fait, si je veux jouer, Ouais, t'es arrivé à un stade où, en fait, si tu donnes c'est pas le la meilleur jungle. de toi, C'est la jungle. ouais, c'est C'est ça. la jungle. C'est la rue. Donc, ouais, c'est la rue et c'est la jungle. Et à l'entraînement, on se tapait à la fin. Il y avait tellement de pression, c'était tellement cette tension-là Ouais, ça a éclaté. que ça éclate. Et cette tension-là, je l'ai eu au Red Star aussi, que ça a éclaté. Euh, Au Red Star, j'ai une mauvaise expérience parce que la transition footballistique entre l'Espagne et la France a été très, 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 très dure. C'est-à-dire que voilà, nous, on est plus sur le fait technique, tactique, on parle, on joue, alors qu'ici, c'est beaucoup plus physique. Et je pense que c'est lié, toutes mes blessures que j'ai eues, que ce soit les fractures de clavicule, etc., c'est lié au physique. C'est que j'étais comme ça, ils étaient comme ça. Donc voilà, le doigt, il assumait pas. Et voilà, je me suis retrouvé à pas réussir, mais en tout cas, je suis très fier de tout ce que j'ai fait au foot. Un conseil que je donne aux jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'il faut pas. Je parle certainement aux gens qui voilà qui rentrent dans des centres de formation et qui voilà qui commencent à regarder des chiffres et qui commencent à signer des papiers, de pas se mettre cette pression-là en fait, de continuer à jouer comme si tu étais dans ton club de quartier. C'est ça le secret en vrai. C'est que ok, c'est vrai que tu donnes des efforts, c'est vrai que tu fais des efforts, c'est vrai que tu te sacrifies, mais il faut garder aussi cette passion-là. Parce que si ça devient un travail, Ouais, c'est derrière, là que c'est c'est bon. mauvais. C'est mauvais parce que du coup, tu le fais comme si c'était un travail, comme si tu étais à l'intérim en fait. Mm. Tu dois marquer 3 buts et c'est ta mission. Non, tu dois dire, bah voilà, aujourd'hui je vais jouer, je vais profiter, je fais ce que je veux, mes parents ils viennent me voir, je suis en train de faire un métier que j'aime bien et je ne vais pas me rajouter plus de pression parce que c'est déjà une pression, déjà, de jouer dans un club professionnel, d'aller dans d'autres villes jouer, voilà, d'être télévisé, parce que étant jeune, ils commencent à t'apprendre que tu sois télévisé, d'aller en équipe nationale espagnole, enfin, je n'ai fait 4 matchs avec l'équipe nationale d'Espagne en U17, de me retrouver avec les meilleurs du pays, et il y a déjà une pression. Donc, en plus de cette pression, tu te rajoutes, toi. De plus, c'est mauvais. En fait, c'est ou qui tout double, ou tu gardes un mental et tu deviens Cristiano Ronaldo, ou Ou ça tu, lâche, quoi. ou tu lâches. Et tu te rends compte, plus tard, tu te rends compte, 3, 4 ans après, tu te dis, mais en fait, Du coup, j'étais fou, en fait. mais du coup, finalement, dans ta vie aujourd'hui, ça a été plus une expérience négative ou positive, finalement? Enfin, plus, genre, ça t'a apporté quoi dans ta vie de tous les jours? Ou peut-être, Bah, en soi, si je dis positif, je vais être hypocrite. Ok? Faut pas se mentir. Si je dis que ça a été une expérience positive, je vais être hypocrite parce que moi, mon but,
c'était de percer. Mon but, c'était vraiment d'arriver vraiment au palier ou arriver en professionnel ou vraiment jouer les gros matchs, être une grosse star. Donc, se dire, faire tellement d'efforts, autant de souffrir, genre, parce que j'en ai souffert, parce que t'en souffres au foot. Déménager de pays, faire ci, faire ça, pour qu'à la fin, ça marche pas, c'est négatif. On va pas être hypocrite. Ouais, On va être, voilà, c'est ça, on va être sincère, t'as le seum. C'est pas possible. Tu dis, j'ai fait tellement d'efforts et à la fin, ça n'a pas payé. Mais ensuite, tu te mets de trois quarts, comme on dit au foot. C'est-à-dire, tu regardes à gauche et à droite. Et tu dis, en fait, c'est vrai que t'as pas réussi. Mais t'as pas réussi parce que t'as pas été bon. T'as pas réussi parce qu'il y en a d'autres qui ont fait, ils ont fourni beaucoup plus d'efforts que toi. Et c'est ceux-là qui arrivent. Parce qu'en soi, dès que tu rentres dans un centre de formation, c'est que t'as le potentiel d'y arriver. Ils vont pas recruter n'importe qui. Mais après, quand tu te retrouves au centre, c'est celui qui fournit beaucoup plus d'efforts qui arrive. Donc, tu vois, tu te mets comme ça, tu te dis, attends, il s'est passé quoi? Bah rien, il s'est passé, c'est que lui, il a fait beaucoup plus d'efforts que toi. Et il y a pas mal de joueurs aujourd'hui qui sont professionnels, c'est encore mes potes. Je parle avec eux et voilà, ils ont juste fourni beaucoup plus d'efforts que moi. Et le point positif de tout ça, c'est que tu prends une certaine maturité, à part l'argent aussi, on va pas se mentir. L'argent et les expériences. On va dire à l'école aussi, il t'aide pas mal. Moi, limite mon bac, je l'ai eu, toi. je l'ai eu grâce au foot. J'ai eu cette facilité-là. T'as des points de plus parce que t'as le statut de haut niveau. Donc en soi, ça m'a facilité dans certaines choses. Et même aujourd'hui, si j'ai ouvert des business, etc., c'est grâce à l'argent du foot en soi. Mais il faut faire attention aussi que le foot, c'est pas facile. C'est pas juste courir derrière un ballon, comme ils disent les gens. Ouais. En tout cas, pour finir le podcast, c'est une question que je pose quasiment à tous mes invités. J'ai 2 questions à te poser. Je vais commencer par la première. Tu te vois où dans 10 ans? Dans 10 ans, déjà, c'est sûr et certain, je me vois en Espagne avec pas mal de projets mis en place, avec peut-être 2 enfants et une femme, une maison, une piscine. Ok. Voilà, je me vois comme ça. Très, très rapide comme réponse. Il y en a, ils galèrent toujours, mais toi, c'était clair. Je l'ai appris.